C'est la députée européenne Marion Maréchal qui est avec nous. Marion Maréchal, présidente du mouvement Identité et Liberté. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez échappé à la mort cet été, comment allez-vous? Écoutez, oui, en effet, j'ai vécu un véritable miracle puisque j'ai échappé à un accident à près de 100 km/h en frontale. Mais comme vous le voyez, je vais bien, voilà, malgré quelques petites côtes cassées, voilà, quelques petits mal de dos. Vous pensez que vous avez une bonne étoile? De fait, en tout cas, là, j'ai eu un ange gardien d'élite. Il était très efficace. Pas de séquelles, ça va? Ouais. Rien de grave. Rien de grave, quelques douleurs, mais bon, écoutez, on va dire que l'adrénaline de rentrée politique, voilà, compense tout ça. Alors là, on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy depuis ce matin dans les grandes gueules. J'ai lu vos réactions. Si Nicolas Sarkozy était de gauche, est-ce que vous auriez les mêmes réactions? Écoutez, moi, je tâche de manière générale à être la plus cohérente possible. Donc, quand je pose des réflexions et des principes, elles valent pour tous. Mais c'est vrai qu'indéniablement, on a vu peu de cas similaires à gauche. C'est bien ça, justement, ce qui m'interpelle. C'est qu'on a le sentiment d'une sorte de deux poids, deux mesures, avec d'une part énormément d'exemples au quotidien. Je vous en donnerai quelques-uns, d'une forme de laxisme judiciaire détestable et en même temps une forme d'intransigeance totale à l'égard des dirigeants de droite. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui cette décision qui consiste à vouloir absolument faire dormir Nicolas Sarkozy en prison avant même la tenue de l'appel, quand dans le même temps, les personnes qui ont lynché le policier à Tourcoing sont interpellées, reconnues et sortent avant même que leur jugement ait eu lieu. Quand on se souvient encore je crois que c'était le tribunal de Reims de mémoire, oui c'est ça, qui avait pris un Afghan qui avait en l'occurrence violé un adolescent qui avait pris seulement 5 ans de prison ferme, puisqu'on parle d'association de malfaiteurs, parlons celle qui a vu condamner tous les logisticiens de l'attentat du Bataclan. Je rappelle 730 morts, 430 blessés, qui ont pris chacun entre 2 et 5 ans maximum. Donc, si vous voulez, ça me choque, et pas seulement ça. Il y a un parce deux que, poids, deux mesures. oui, et puis au-delà de ça, il y a, et c'est particulièrement vrai pour les dirigeants de droite, il y a une forme de violation éhontée de grands principes judiciaires qui devraient tous nous rassembler, qu'il s'agisse bien sûr du secret de l'instruction, violé dans ces affaires de manière quasi systématique. C'était vrai d'ailleurs également pour Marine Le Pen, c'était vrai pour François Fillon. La présomption d'innocence de fait, le double degré de juridiction, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis pour la justice pour tout le monde, mais je considère que tout le monde doit être à la même enseigne. Et excusez-moi, j'en finirai par là, parce que je crois que c'est ce qui me dérange le plus dans cette affaire, c'est on a quand même le sentiment, pas seulement un sentiment d'ailleurs, assez bien documenté, d'une forme de mécanique bien huilée, là, qui voit une association de malfaisants, là, pour le coup, à la fois Mediapart, Parquet national financier, juge rouge, qui, dans une forme oui, c'est ça, de mécanique, voit une petite équipe, parce que c'est toujours la même. Je ne sais pas si vous avez noté que l'une des magistrates du Parquet national financier était la même, d'ailleurs, qui a été engagée dans l'affaire de Marine Le Pen, et l'une des magistrates qui juge Nicolas Sarkozy était la même. Qui a jugé Fillon. Exactement, qui a jugé Fillon, et dont on apprend, pardonnez-moi, qu'elle a, par le passé, manifesté politiquement contre Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'elle a été engagée syndicalement. Ouais. Voilà, donc tout ça est quand même extrêmement gênant, si vous voulez, pour la confiance que les Français peuvent poser sur la justice. Une association de malfaisants. C'est très grave comme oui, attaque. parce que je note que le parquet national financier a plus de mal, par exemple, à bouger quand il s'agit d'aller traiter, par exemple, les frais de mission indus de Madame Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Voilà. Je constate qu'il y a quand même une attention, une célérité de la justice, des décisions particulièrement lourdes et qui m'inquiètent, parce que quoi qu'on en pense, même si les affaires sont très différentes, à l'issue de tout ça, on voit quand même successivement un candidat à la présidentielle, François Fillon, empêché. On voit une candidate à la présidentielle la mieux placée, empêchée de pouvoir se présenter. Et on voit un ancien président de la République, sans rentrer sur le fond de l'affaire, qui n'a même pas le droit à l'appel et qui va donc dormir en prison. D'accord, mais Marion Maréchal, on pourrait vous répondre que peut-être que les dirigeants de droite se comportent moins bien que les autres. Et que voilà. Oui, bien sûr, évidemment, la vertu est toujours du côté de la gauche, mais enfin, je note quand même qu'il y a entre 26 et 27 ministres proches d'Emmanuel Macron qui ont été inquiétés par des affaires, mais dont je constate que soit elles n'avancent pas, soit elles ne débouchent sur rien. Voilà, quand même, pardonnez-moi de penser que malgré tout, on est face à une magistrature qui, une fois de plus, s'est attestée dans les faits, prend position politiquement. Je rappelle qu'une fois de plus, cette femme, cette magistrate qui est dans le PNF, est cadre syndical de la magistrature. De quoi on parle? Le syndicat de la magistrature, ce sont des gens qui tiennent des stands à la fête de l'humanité, et ce sont des gens qui prennent position politiquement contre la droite aux élections. Ce sont des gens qui font des murs d'écho dans lesquels il y a les parents des victimes. Aux magistrats de pouvoir faire la politique, de se syndiquer. Je pense qu'on devrait interdire aux magistrats de se syndiquer. Vous ne pouvez pas leur interdire de penser, même s'ils ne se syndiquent pas, il aura sa sensibilité. A le droit de penser, mais il y a quand même une grande différence quand on a la vie de personnes entre ses mains,
imaginer d'aller demain exprimer publiquement ses positions, faire des appels au vote, se rendre à des événements politiques. Je trouve ça extrêmement choquant et ça me semble gréver la confiance que les Français ont dans la justice. Laura. Non, écoutez, hier, j'ai préparé notre échange avant de savoir ce qui allait arriver à Nicolas Sarkozy. Et je me suis dit, peut-être que je vais vous parler d'écologie, sauf que vous allez me répondre migration, puisque vous répondez toujours ça. Ou alors, je vais vous parler d'économie, mais vous allez répondre migration. Ou alors, je vais vous parler de sécurité, bon, vous allez répondre migration. Je pourrais même vous parler de droits des femmes, mais vous allez me répondre Vous caricaturisez un peu immigration. ma position, madame. Et là, Vous écoutez pas beaucoup ce que je ce qui est raconte. incroyable, c'est qu'on vous parle Nicolas Sarkozy et vous répondez les Afghans, ils sont pas en prison. Donc en fait, même on parle de l'écologie à Nicolas Sarkozy, votre réponse est toujours la même. Je vous ai entendu dans votre entrée beaucoup de politique. Français vous répondraient, madame, c'est que oui, quand il y a un Afghan qui rentre sur le sol français, qui a un statut de réfugié, Non, je qui crois pas. viole un adolescent et qui prend 5 ans de prison, oui, je suis désolée, ça fait tilt dans l'esprit des Je crois Français pas quand que les un ancien Français- président de la je crois pas que les République. Français émus Voilà. par l'affaire Nicolas donc, Sarkozy pensent aux Afghans ce je matin. vous garantis que si. Non, je crois pas. Et Je pense que c'est juste votre obsession. Et je à vous vous. garantis que ma seule obsession, c'est la justice telle que son nom l'indique. C'est-à-dire que oui, je vais vous le dire, je considère qu'un primo-délinquant n'est pas un récidiviste. Je considère qu'un délit financier n'est pas tout à fait la même chose qu'une agression au Oui, couteau. mais je vois pas le rapport, en Ah fait. bah si, et je considère que la En fait, dangerosité d'une Ce personne que qui vous viole faites, des c'est une enfants n'est pas la technique même rhétorique. que la En fait, dangerosité ce que d'un vous ancien faites- président de la Pas le temps, République. pas le temps. Voilà. Oui, Non, mais ta en fait, question, Flora, ta question. non, bah ma question elle est simple. Pourquoi vous liez Il tout n'y a à rien de l'immigration caricatural. Hein, et comment vous faites de cette obsession votre colonne vertébrale politique idéologique? C'est votre droit, mais auquel cas vous êtes pas, enfin vous êtes députée européenne, vous avez plus que l'immigration comme sujet à traiter, donc c'est un peu limitant quoi, c'est tout. Alors, c'est plus une réflexion. Madame, manifestement, vous dites avoir travaillé cette intervention, manifestement pas tant que ça, parce que si vous travailliez un peu davantage, vous auriez vu l'ensemble des interventions que j'ai faites depuis un an au Parlement européen et vous auriez vu que je traite de sujets extrêmement variés. Pardonnez-moi, pardon, de vous rappeler que cette obsession, comme vous l'appelez, prenons ce mot si ça vous fait plaisir, elle est précisément partagée par l'immense majorité des Français. L'immense majorité des Français, que ça vous plaise ou pas, dans tous les sondages d'opinion, hein, entre 65 et 85% disent il y a trop d'immigration en France, nous voulons réduire cette Oui, mais immigration, Pas nous quand voulons on un parle de référendum Nicolas sur l'immigration. Sarkozy ou C'est d'autres sujets. C'est pas La vrai. première ou la deuxième dans tous les sondages préoccupation des Français. Donc c'est bien qu'elle révèle quand même qu'il y a des conséquences sociales, culturelles, sécuritaires, économiques, parce que oui, que ça vous plaise ou non, cette politique d'immigration telle qu'elle existe, elle a des impacts sur tous ces sujets et des impacts extrêmement forts merde et de tous les mots. incontournables. Que oui, on en parle. Alors, Je suis désolée de vous dire que votre justement, aveuglement écologiste ne me à surprend ce pas, mais sujet, il n'est pas Donald celui des Trump, Français. il y a quelques jours, devant la tribune des Nations Unies, a fustigé les Européens qui sont en train de mourir car ils ne font rien contre l'invasion migratoire. Il a cité le maire de Londres, Sadiq Khan, en disant que ce maire laissait faire la charia dans sa propre ville. Est-ce que Donald Trump a raison finalement un peu de nous engueuler et de dire que l'Europe est en train de disparaître à cause de cette vague migratoire? Écoutez, je pose déjà le cadre avec 3 chiffres. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de décès que de naissances. Il y a aujourd'hui, dans l'Europe entière, plus de migrants qui entrent que d'enfants qui naissent. Et il y a chaque année au Nigeria plus de naissances que sur l'ensemble de tous nos pays européens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la situation migratoire telle que nous la vivons aujourd'hui, avec toutes les conséquences extrêmement lourdes, hein, parfois douloureuses et parfois même dramatiques. Je en parlais à l'instant sur le plan sécuritaire, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social. Ça n'est même pas le début. Ça n'est même pas le début de la crise migratoire. Oui, mais Et s'il n'y a plus de naissance, on aura justement besoin de cette main-d'œuvre. Je vais au bout du raisonnement. Et ce qui m'interpelle et ce qui m'a frappé dans ce discours de Donald Trump, vous avez raison, c'est qu'on a l'impression d'avoir un président américain qui est plus conscient des menaces graves qui pèsent sur l'Europe que les dirigeants européens eux-mêmes. Et pas seulement conscient, même inquiet. On a l'impression que c'est lui qui s'en inquiète le plus. Donc moi, je trouve que ce discours est bienvenu, parce que s'il peut permettre encore davantage de bousculer les esprits et d'appeler à une réaction, tant mieux. Mais ce que je note malheureusement, c'est que nous sommes encore très loin d'avoir une réaction concertée au niveau européen. Dire il y a moins de naissances, il y a trop de migrants, mais enfin les migrants viennent aussi pallier le fait que nous sommes un continent vieillissant qui aura besoin d'une main-d'œuvre que malheureusement nous ne fournissons plus par la naissance. Précisément le sujet. C'est que depuis des années, au lieu de mener une politique familiale, au lieu de mener une politique nataliste, qu'est-ce qu'on a fait ? On a recouru à l'immigration. Même pas de travail, d'ailleurs, on a régularisé bien souvent des clandestins qui sont rentrés illégalement sur le sol français pour pallier à ces difficultés au lieu d'anticiper le problème. Et on continue de faire ça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est commode, parce que
c'est moins coûteux, parce que c'est idéologiquement plus flatteur, parce qu'aujourd'hui, parler de famille, parler de naissance, c'est antiféministe, c'est conservateur, c'est réactionnaire. Comment on pousse les femmes à faire des enfants ? Je vais vous dire, c'est très simple. Si vous regardez les chiffres sur le sujet... C'est pas qu'en France, hein, c'est partout dans les pays occidentaux. Sauf que ce qui est malheureux quand on lit les chiffres, c'est qu'il y a une différence entre le désir d'enfant et les enfants véritablement obtenus. Ça veut dire qu'il y a des gens beaucoup de gens, des millions de Français qui dans ce pays aimeraient avoir davantage d'enfants et qui ne le peuvent pas, pour des raisons bien souvent d'ailleurs économiques. Et donc la question, c'est de savoir comment on répond à ce désir d'enfant sur évidemment la politique économique qu'on mène, avec un travail qui devrait mieux payer et une meilleure conciliation de vie professionnelle et vie personnelle. Je veux dire, moi je suis une maman, j'ai des enfants, je peux vous dire que le sujet de l'accès à la crèche, on est obligé de se le poser 10 mois avant la naissance, sans même avoir la certitude d'avoir accès à une crèche. Je veux dire, et j'ai la chance de vivre dans un endroit urbain, dense, plutôt favorisé. Donc imaginez pour les Françaises qui vivent dans des endroits Vous êtes contre l'IVG ? Je suis absolument pas contre l'IVG. Je n'ai jamais milité. Non, mais pour le coup, on va revenir à vos obsessions à vous, si vous le voulez. En revanche, je crois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui aimeraient pouvoir faire autrement que d'avorter et à qui on ne donne pas les moyens de pouvoir éviter cet avortement. On en parlait à l'instant, notamment sur les questions économiques. Alors, on va vous faire écouter Marine Le Pen à propos de l'union des droites. Moi, je ne suis pas pour réunir la droite. Vous le renvoulez ? Mais pardon, mais moi, je ne suis pas là pour sauver la droite. Moi, je suis là pour sauver la France. Ouais. C'est pas exactement pareil. Moi, j'ai été élu, je suis élu, et j'ai été réélu dans une circonscription qui a été pendant 80 ans socialo-communiste. Il y a donc bien des socialistes et des communistes qui un jour se sont mis à voter pour le Rassemblement national. Oui. Je ne compte pas leur fermer la porte au nez. Mais pour faire l'union des droites, il faut se positionner à droite. Moi, je me positionne au-dessus de cela. Voilà, je suis ni de droite, ni de gauche. L'union des droites, ne pas faire l'union des droites, c'est une faute ? Oui. Ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, si je ne suis pas au Rassemblement national, c'est précisément parce que j'ai un certain nombre de différences, voire de divergences sur des propositions. Celle-ci, bien sûr, en fait partie. Et je fais partie de ceux, pour le coup, qui, avec Marine Le Pen et d'autres, appellent à la dissolution, au retour aux urnes. Mais je pose une question préalable. Retourner aux urnes, c'est bien, mais pourquoi faire ? C'est-à-dire que si dans la configuration actuelle, et c'est ce que disent les sondages, on se retrouve au lendemain de l'élection avec une absence de majorité absolue de nouveau et donc une impossibilité de pouvoir constituer un gouvernement cohérent et donc de mener une politique cohérente, ça n'a pas d'intérêt. Et je le dis, mais je le dis non pas parce que je veux sauver la droite, je m'en fiche de sauver la droite dans l'absolu, c'est pas mon but. Je le dis parce que je ne vois pas d'autre chemin d'alliance, ou alors va falloir me les montrer et me les expliquer, que celui de la coalition des droites. J'ai la faiblesse de penser que oui, il y a suffisamment de choses en commun, malgré des singularités, malgré des différences entre eux aujourd'hui. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Éric Zemmour, même Nicolas Dupont-Aignan, moi-même, pour qu'on soit capable de se mettre autour de la table et de dire « Ok, on a conscience de l'urgence migratoire. Globalement, on a à peu près envie de libérer les classes moyennes des impôts. On sait qu'il y a un besoin de restauration de l'autorité de l'État et d'une politique pénale plus ferme. Bon, commençons par ça, discutons-en. Et pour ce sur quoi on n'est pas d'accord, on va négocier et on va faire des compromis. C'est ce que font tous les pays du monde. C'est ce qu'a fait Giorgia Meloni en Italie. Que tout le monde aujourd'hui en fait un modèle de Giorgia Meloni. Marine Le Pen ne veut pas être Meloni. Tirons les conclusions. Elle a une autre stratégie. Et ça fait précisément, c'est le rôle et la mission que j'essaye de me donner, c'est de bousculer ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait intervenir Giorgia Meloni lors de notre événement de rentrée, parce que je pense que c'est une voix aujourd'hui qui porte à droite, qui est entendue, au-delà d'ailleurs, on va dire simplement des LR. Tout le monde l'érige en modèle pour ses résultats économiques, sa fermeté migratoire, très bien. Allons au bout du raisonnement. Le succès Meloni, c'est aussi un succès de coalition. Merci Marion Maréchal d'avoir été. Je sais, la frustration de Charles Consigny et d'Emmanuel Devilliers, mais je vais être très franc avec vous, mes petits camarades. Il y a les temps de parole. On est tenu par les temps de parole, qui sont fixés par le législateur, et on est obligé d'arrêter. L'Arcom veille. Exactement, Marion Maréchal. Si vous êtes une élue politique, si vous voulez changer les choses, ce sont les députés qui décident de ça. On est obligé de s'en tenir à la seconde près, donc merci d'être passé. De toute façon, on n'avait rien à dire, Manuel et moi. Ils n'ont jamais rien à dire. Par les GG, par les grandes guerres. Nous, on est sauvés par cette règle, parce que vous...